Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre preview 2021-2022 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque au, je devrais dire, expérimenté Capitals de Washington. Les Capitals de Washington c'est clairement pas l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Déjà d'entrée de jeu ce que je peux mentionner c'est que quand j'ai fait mon line-up, j'ai aucun défenseur qui est en bas de 30 ans. J'aurais pu en avoir un mais je sais pas qu'est-ce qui se donne exactement avec lui. C'est, comment il s'appelle, Fairbury? Fairbury, ouais. Fairbury, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se donne avec lui. C'est un gars que je vais vous parler tantôt, là, honnêtement très intéressant, le jeune. Là, mais sinon, outre ça, j'avais pas un défenseur qui était en bas de 30 ans. Au niveau de mes attaquants, très honnêtement, je pense que j'en ai deux. Ouais, j'en ai un qui est début vingtaine. La forte majorité, là, à part peut-être Sprung qui a mis vingtaine, là, mais la forte majorité, sauf McMichael, c'est fin vingtaine ou milieu trentaine, genre. De fin vingtaine à milieu trentaine, genre. Fait que c'est une équipe qui est très expérimentée du côté des Capitals de Washington. Et c'est une organisation qui peine à aller loin en séries éliminatoires, alors que pourtant sont relativement performants tous les années en saison régulière. Mais il manque quelque chose à cette recette-là, et le nom est très simple. Barry Trotz. Sans Barry Trotz, cette équipe-là n'est pas capable de gagner la Coupe Stanley. That's it, that's all. Les Capitals de Washington ne sont pas une organisation que moi j'affectionne particulièrement parce que, disons que le core me plaît pas nécessairement en termes de joueurs. Mais ceci étant dit, je veux dire, c'est quand même une organisation qui a ses lettres de noblesse, une organisation qui performe année après année en saison régulière. C'est une organisation qui a des gros joueurs aussi qui sont capables de frapper. Je pense entre autres à Ovechkin, à Manta, à Wilson. C'est des joueurs qui sont capables de te faire très mal. Fait que, bref, c'est une organisation qui est difficile à jouer contre, mais qu'en séries éliminatoires, c'est plus difficile. Ce qui est assez ironique, c'est que c'est au niveau des gardiens de but qu'on est les plus jeunes. C'est peut-être la position qu'on souhaite le moins être le plus jeune. OK, donc, on revient avec le même coach Pete Laviolette et le même DG Brian McLennan, je dis bien. En 2019-2020, on parle de 69 matchs, 41 victoires, 20 défaites, 8 défaites en prolongation, donc 41 victoires pour 28 défaites, un total de 90 points, une excellente saison pour les Capitals de Washington en 2019-2020. Puis même pas en 2021, c'est quand même une bonne saison dans la division de l'Est dans leur cas à eux autres. 36 victoires, 56 matchs, 36 victoires, 15 défaites, 5 défaites en prolongation, donc 36 victoires pour 20 défaites, 77 points. C'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. C'est une bonne saison pour les Capitals de Washington. Il y a des statistiques générales qui sont intéressantes, mais en séries éliminatoires, on s'est fait sortir en 5 par les Bruins de Boston. Donc, l'analyse va être belle parce que c'est une analyse de saison régulière, mais ça a été difficile en séries éliminatoires. Très difficile. Une moyenne de buts marqués de 3,36, ce qui est excellent. Ça représente la 5e meilleure attaque de la Ligue nationale. Une moyenne de buts encaissés de 2,88, ce qui est correct sans plus. Mais il faut dire aussi que Samsonov, qui est le gardien de but d'avenir de l'organisation, a été plutôt décevant. Alors que Vanecek, les statistiques sont assez similaires. 2,69, 2,69, 902, 908. Mais Vanecek, on s'attend peut-être à moins de lui. Alors que Samsonov, on s'attend à plus de lui. Donc le potentiel de Samsonov étant plus élevé que celui de Vanecek, on a été surpris par Vanecek, même si sa saison ressemblait un peu à celle de Samsonov. Mais les séries éliminatoires n'ont pas été faciles pour Vanecek par contre. Alors, cette organisation-là est une organisation, honnêtement, qui a de la difficulté un peu à pouvoir maintenir une ligne que je qualifierais de professionnelle. Parce qu'on a eu des mesures disciplinaires qui ont été imposées à certains joueurs en lien avec le non-respect de la COVID. On connaît les problèmes hors glace d'un certain joueur qui d'ailleurs, beaucoup de rumeurs disaient qu'il était sur le marché des échanges, mais qu'on n'arrive pas à l'échanger. D'ailleurs, dans le cas de Kuznetsov, il a connu une saison difficile l'année passée, mais c'est peut-être en lien avec les problèmes extérieurs qu'on a. Donc, on a eu des problème aussi. Tom Wilson a quand même connu une bonne saison, mais ça l'a fait beaucoup de brasses camarades sa présence. Donc c'est une organisation qui a eu ses hauts et ses bas l'année passée. Et malheureusement pour eux, ça l'a bien été en saison, mais ça l'a mal été en séries éliminatoires. Puis c'est peut-être emblématique de l'éthique de travail ou du vibe dans le vestiaire. C'est mon impression. Donc, pour moi, une organisation qui va loin, c'est une équipe comme le Canadien de Montréal l'année passée. C'était une équipe qui avait du cœur puis qui se battait toutes dans le même sens. Cette organisation-là vient d'accorder un contrat de, je crois que c'est 5 ans si je ne fais pas erreur. Ils viennent d'accorder un contrat de 5 ans, 9,5 millions à Alexander Ovechkin. Il y a 35 ans. Ben là, il y a 36 ans en fait. 35, 36, en tout cas, peu importe. Il est dans ces eaux-là, 35, 36 ans. Il est signé jusqu'à genre 40, 40 ans à 9,5 millions.
Fait que ça démontre un peu le genre de joueur. T'sais, on veut avoir beaucoup de sous, on gruge une grosse partie de la masse, alors que pourtant on est un des joueurs les plus vieux de l'organisation. Il serait peut-être temps de se dire que si je veux retourner en finale de la Coupe Stanley, il faudrait peut-être que je prenne un peu moins, non? Mais lui, il a décidé qu'il prenait beaucoup jusqu'à la fin de sa carrière. Fait que bref, c'est le genre de vibe de cette équipe-là que moi j'aime pas et qui, je crois, leur tire dans le pied rendu en séries éliminatoires. Parce qu'en saison régulière, c'est une équipe qui est performante. 24,8% en avantage numérique, troisième avantage numérique de toute la Ligue nationale, 84% en désavantage numérique, c'est le cinquième désavantage de toute la Ligue nationale. On est deuxième dans la division de l'Est et on a terminé sixième dans la Ligue nationale. Ça a super bien été en saison régulière. Première ronde, on a été éliminé par les Bruins de Boston. Hell yeah! On est en vacances, puis on peut retourner s'amuser. Ovechkin, 24 buts, aurait été le meilleur buteur de l'organisation des Capitals de Washington. Son rendement point par match aurait un peu diminué, mais le dude il est quand même rendu à la mi-trentaine. Fait que maintenant, on va lui donner une petite chance. 24 buts, c'est quand même très bon dans une saison écourtée de 56 matchs. Mais c'est peut-être pas à la hauteur de ce qui nous avait habitués en tant que The Great Hate. On va dire ça comme ça. Le meilleur en termes de points aurait été Backstrom avec 53 points. Malheureusement, il ne commencera pas la saison. Je ne sais pas exactement combien de temps il va être absent dans le cas de Backstrom, par contre. Il est évalué à la semaine, donc c'est pas au jour le jour. Fait que ce sera pas tout de suite. Ce qui ouvre une fenêtre d'opportunité pour des jeunes, par contre. Puis ça, des jeunes, il en manque dans cette équipe-là. Fait que c'est pas mauvais d'ouvrir une fenêtre d'opportunité. Mais l'absence de Backstrom va faire excessivement mal, ça j'en suis convaincu. Et le meilleur défenseur en caractère offensif a été John Carlson avec 52 matchs, 44 points. Moins 5. Carlson, c'est une bête, honnêtement, là. Lui, c'est un gars que j'aime vraiment beaucoup dans l'organisation, même s'il y en a d'autres que j'aime moins dans cette équipe-là. John Carlson, c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un gars qui est régulier. Année après année, il provoque beaucoup de choses offensivement. Fait que, bref, c'est un joueur qui est un joueur capital pour un joueur qui est un joueur capital. Capital pour son organisation des Capitals. Puis qui est très utile pour l'avantage numérique, John Carlson. Alors là, ici, on a 3 espoirs qui pourraient peut-être faire partie de la formation. C'est pas évident à Washington, quand on est jeune, de faire partie de la formation. On a un gars comme Sprong à 24 ans qui était quand même relativement jeune puis qui a joué presque toute la saison, 42 matchs sur 56, fait que quand même on était pas loin. T'as les 2 gardiens de but, eux autres qui sont début vingtaine, mi-vingtaine. Fait que tu sais, il y en a quelques jeunes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui peuvent craquer l'alignement, ben, t'as ceux-là et t'as entre autres Martin Fehervary. Et Martin Fehervary, dans son cas, c'est un défenseur de 21 ans. Puis c'est quand même assez rare je pense qu'il a joué majoritairement dans la Ligue américaine l'année passée. C'est quand même assez rare qu'un jeune de 21 ans, on le vante au niveau de son intelligence défensive. C'est très peu commun qu'un de tes top prospects, c'est un joueur qui est fort défensivement. Alors, dans son cas, à lui, on parle d'une maturité qui est assez rare pour son jeune âge. Tu sais, si vous pensez à un gars comme exemple, Cale McCord. Cale McCord, là, il est responsable, il est intelligent dans son jeu, mais c'est rare. Alors, dans le cas de Fehervary, il n'y a même pas cet aspect-là, ce upside-là offensif, il l'a pas. C'est un gars qui est connu surtout comme étant défensif. Mais c'est un gars qui est intelligent et qui joue bien. Alors, c'est un gars qu'on aimerait voir à Washington, mais il est blessé. Fait que je ne sais pas exactement s'il va jouer ou non en début de saison. Fait que ça serait à suivre dans son cas à lui. C'est un jeune homme. Il a 21 ans. Puis il pourrait craquer l'alignement, d'après moi, assez facilement dans le cas de Fehervary. Alors, là, des espoirs que je pense qui ont des chances en début de saison. On aurait, entre autres, Connor McMichael. C'est un joueur de centre de 20 ans. Je pense que c'est sa première année au niveau de la Ligue américaine. Donc, sa première année professionnelle l'année passée. 33 matchs, 14 buts, 13 passes pour 27 points. C'est un bon compteur, le jeune. Puis, honnêtement, pour une première année professionnelle, si je ne me trompe pas, là, pour une première année professionnelle, 27 points en 33 matchs, ça l'augure très bien dans son cas à lui. Alors lui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même 20 ans et il y a une année d'expérience au niveau professionnel qui a bien été. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Puis je le souligne ça parce qu'on va avoir autre chose qui s'en vient dans pas long. On a également Alexander Alexiev, un défenseur de 21 ans. Il a joué majoritairement dans la KHL l'année passée, 16,55 matchs dans son cas à lui. C'est un gros défenseur. 6 pieds 4, 210 livres. C'est un gros défenseur qui est capable de patiner. Puis dans la Ligue américaine, parce qu'il a joué une petite partie de la saison à Hershey avec les Bears, 9 points en 12 matchs. Il s'est
très bien adapté au style de jeu nord-américain. Fait que je ne sais pas si dans la KHL, c'est parce qu'on ne l'utilisait pas. Exemple, on l'utilisait peu. Peut-être que, bon, je sais pas, il y avait peu de temps de glace où il était utilisé avec des joueurs moins performants. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, au niveau de la Ligue américaine, ça a bien été 9 points en 12 matchs. Un gros défenseur, 6 pieds 4, 210 livres. Ça pourrait être intéressant de l'avoir dans la formation. Je ne l'ai pas mis dans ma formation, mais ça pourrait être intéressant d'y donner une expérience professionnelle LNH. Comme ça peut aussi être intéressant de le faire jouer une autre année, mais une année complète dans la Ligue américaine, donc dans un style de jeu nord-américain et non dans le style de jeu russe. Et là, je voulais vous parler de notre petit Québécois, Hendrix Lapierre, un joueur de centre de 19 ans. Il jouait dans la LHJMQ l'année passée. 21 matchs, 8 buts, 23 passes pour 31 points. Il a connu une bonne saison au niveau de sa production offensive, mais ce qui est intéressant avec Hendrix Lapierre, c'est que son camp d'entraînement va très bien en ce moment. Et là, on a un spot qui s'est libéré, qui est celui de Backstrom, qui ne va pas commencer la saison. Donc, on a la possibilité d'avoir deux jeunes joueurs de centre. On a McMichael, 20 ans, et on a Lapierre, 19 ans, qui pourraient peut-être... Ils ne seront pas premier centre, qu'on s'entende, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils pourraient peut-être prendre le poste qui est laissé vacant au centre. Alors, c'est une course entre les deux jeunes. Et très honnêtement, je ne crois pas que Lapierre a toutes ses chances, dans le sens où, si je me rappelle bien, il me semble que au niveau de Hockey Canada, il faudrait qu'il ait joué 4 saisons dans la LHJMQ. Il en a joué juste 3. Fait que je pense qu'il ne peut pas être descendu dans la Ligue américaine. Si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il ne peut pas être descendu dans la Ligue américaine. Ce qui fait que d'après moi, ça donne un avantage à un gars comme Connor McMichael. Parce que si jamais Lapierre n'est pas trop performant au niveau de la LNH, il faut qu'on le renvoie junior pour le restant de l'année. En même temps, on pourrait très bien mettre McMichael dans la Ligue américaine en début de saison, mettre Lapierre dans notre alignement pour jouer, mettons, un 5-6 matchs. Si jamais ça ne marche pas, on l'envoie junior, puis à ce moment-là, on va pouvoir rappeler McMichael. Ça, c'est une option qui est possible, parce que si jamais McMichael déçoit en début de saison, ben Lapierre, un coup qu'il est junior, puis c'est tout, là, pour l'année. Fait je sais pas comment ils vont gérer ce dossier-là, mais c'est un jeune homme, Hendrix Lapierre, qui actuellement surprend au niveau du camp d'entraînement des Capitals de Washington. Il a fait une coupe de bons jeux, là, dont entre autres a mené une espèce de passe là, qui a fait presque toute la patinoire pour TJ Oshie. Non, j'exagère. Peut-être la moitié de la patinoire pour TJ Oshie. Puis honnêtement, ça regarde bien. Il a une belle vision offensive, ce jeune-là. Fait que c'est un gars qui va challenger McMichael pour le poste vacant au niveau du centre. Moi, je l'ai laissé à McMichael, mais ça serait possible d'avoir aussi un gars comme Hendrix Lapierre faire partie de la formation dès cette année. Ça serait fun pour lui, honnêtement, je serais super content pour lui. Alors, comme vous pouvez voir au niveau de mon tableau, il n'y a pas grand nom en rouge là-dedans. Fait que ce corps-là de joueurs n'a pas changé. C'est le même corps qu'on avait l'année passée. On est amputé quand même de Backstrom qui va être manquant à cause de sa blessure, mais sinon, c'est le même corps qu'on avait l'année passée. Fait que j'y vais avec des structures qu'on reconnaît à Washington. Donc, Ovechkin est assurément à l'allié gauche numéro 1 de l'organisation. On parle de 42 points en 45 matchs l'année passée pour Ovechkin. Un petit ralentissement au niveau de sa production, mais ceci dit, quand même, 24 buts, c'est quand même pas mauvais. Puis on s'entend que lui, c'est pas pour les passes qu'il a signé le 9,5 millions, c'est pour les buts. Fait que, voilà. 42 points en 45 matchs, on est quand même pas loin d'un point par match pour un homme qui est à la mi-trentaine. C'est pas mauvais. Kuznetsov qui a 29 points en 41 matchs l'année passée, saison difficile. Le gars il est suspecté d'avoir des problèmes de dépendance à différentes substances. Donc c'est un gars qui a des problèmes hors glace, qui est difficile à gérer. Et ça, malheureusement, pour l'organisation, c'est chiant. Parce que ça donne avec la blessure à Backstrom d'être notre meilleur centre à caractère offensif. Et là, il faut qu'on repose sur un gars qu'on est incertain de qui va se présenter sur la patinoire à chaque soir. Fait que j'aime pas tant le fait de l'avoir là, mais j'ai pas le choix de l'avoir là. Je veux pas l'harceleur comme premier centre, là. J'ai comme pas vraiment le choix. Et Tom Wilson qui joue à l'aile droite, 33 points en 47 matchs. En son cas, à lui, c'est surtout sa gestion d'agressivité qui est un problème. Mais je veux dire, Tom Wilson est un gars qui est capable de produire des choses offensivement. C'est pas un gars créatif, là, mais il fonce au net, puis il va là où ça fait mal. Puis c'est un gars qui est capable de faire très mal. Par la suite, au niveau de ma deuxième ligne, on y va avec Anthony Mantha. C'est un attaquant de gros gabarit, Anthony Mantha. C'est 29 points en 56 matchs l'année passée, mais juste avec les Capitals de Washington, c'est 8 points en 14 matchs pour Anthony Mantha l'année passée. Fait que c'est un jeune qui... un jeune, mi-vingtaine. C'est un joueur qui, d'après moi, fit avec l'identité de l'équipe. Et ça, c'est intéressant parce que Ovechkin est un power forward. Tom Wilson est un power forward.
Manta en est un aussi. Et c'est quand même assez rare dans la ligue que tu as 3 power forward dans ton top 6. Là, fait, ils ont cette chance-là, c'est l'identité de l'équipe, c'est ça. Fait que je pense que ça, pour lui, il va être dans un bon moule, plus qu'à Détroit en tout cas, il va être dans un bon moule pour son style de jeu. Alors, 29 points en 56 matchs pour Manta l'année passée, que je fais jouer avec l'Arcelor, 23 points en 44 matchs. On ne se le cachera pas, l'Arcelor idéalement est sur mon 3e trio et non mon 2e trio. Mais encore là, je vois pas ni Dowd, ni McMichael, ni même Hendrix Lapierre sur mon 2e trio. Ça aurait pu être intéressant d'avoir Hendrix Lapierre sur mon 2e trio. À ce moment-là, elle aurait été sur le 3e. Mais tu sais, faire jouer un jeune de 19 ans, centre, je sais pas. J'avais de la misère un peu. Il surprend, je veux bien, mais dans mon top 6 en partant, je n'étais pas certain. Daniel Sprong qui joue à l'aile droite de mon 2e trio. Puis je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je veux ça. 20 points en 42 matchs dans le cas de Sprong, donc c'est peut-être intéressant à ce moment-là. C'est pas nécessairement les joueurs les plus offensifs qu'on a ici. On a un bon compteur quand même, mais c'est pas les joueurs les plus offensifs. Mais ici, au niveau de mon 3e trio, je trouve ça intéressant de faire jouer McMichael avec TJ Oshie. TJ Oshie, c'est un gars qu'on connaît comme étant un bon jack. C'est un bon jack qui est capable de produire offensivement. Il a un bon vibe. Et de jouer avec McMichael, c'est un joueur qui est capable à la fois de produire des jeux, mais de compter des buts aussi. Donc c'est un joueur à caractère offensif. Fait que je trouve que c'est intéressant de les mettre les trois ensemble. Alors, on a Sherry qui joue à l'aile gauche de mon 3e trio, 22 points en 53 matchs, que je fais jouer avec McMichael, bon, 0 points à un match dans la Ligue nationale, mais dans la Ligue américaine, 27 points en 33 matchs. Et TJ Oshie, excellente saison pour TJ Oshie, honnêtement, c'est 43 points en 53 matchs. Dans le cas de TJ Oshie, ne t'en fais pas, tu vas avoir du temps de glace sur l'avantage numérique, même si tu es sur le 3e trio. Ça, c'est réglé. Tu vas avoir des points pareils cette année. Et au niveau de mon 4e trio, on y va avec Carl Hagelin, 16 points en 56 matchs, Nick Dow, 15 points en 56 matchs et Alloway, 18 points en 56 matchs. On coupe Pillon. Au niveau des défenseurs, j'ai un point d'interrogation avec Ferrari. J'aurais aimé ça l'insérer beaucoup plus que Trevor Van Riemsdyk. Mais je ne suis pas certain s'il va jouer ou non. Fait que je ne l'ai pas mis. Notre première paire, ça c'est Orlov avec Carlson. Il n'y a pas de question. 22 points en 51 matchs pour Orlov et 44 points en 52 matchs pour John Carlson l'année passée. C'est des gars qui se connaissent hyper bien. Fait que bref, il n'y a pas de raison de changer ça. Kepney, dans son cas à lui, il a manqué presque toute la saison l'année passée. Honnêtement, il a joué 2 petits matchs en Ligue américaine, 1 point. Mais sinon, il a été absent toute l'année passée. C'est un gars qui devrait retrouver son poste régulier dans l'alignement et probablement top 4, d'après moi. Que je fais jouer avec Schultz, 27 points en 46 matchs. Ce top 4-là est connu à Washington. En termes de 3e paire, j'y vais avec Van Riemsdyk, c'est 3 points en 20 matchs l'année passée. Et Jensen, 14 points en 53 matchs l'année passée. C'est des gars qui sont des gars de profondeur. C'est pas des joueurs qui sont connus comme étant très très solides, ni dans un cas ni dans l'autre. Mais c'est pas vraiment grave. On connaît notre top 4 à Washington, on est habitué de vivre avec, fait que, de vivre avec. On est habitué de dealer avec ce top 4-là. Fait que, tu sais, je pense que Orlov, Kepney, Carlson, Schultz, on les connaît bien, fait que ça va pas trop ébranler la structure de l'équipe. Puis la 3e paire, il joue moins, tout simplement. Fait que c'est pas vraiment grave. Et on coupe le nouveau Matt Irwin. Au niveau des gardiens de but, au niveau des gardiens de but, on a un petit problème disciplinaire du côté de Samsonov qui a causé des petits maux de tête à l'organisation parce que c'est clairement notre gardien de but d'avenir du côté de Washington. L'année passée, en 19 matchs, 2,69, 902. On ne s'attend pas à ça de lui. On s'attend à des meilleures performances. Mais malheureusement, ça a été difficile. Est-ce que c'est parce que ça a joué dans sa tête? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des blessures? Est-ce que c'est parce que si? Est-ce que c'est parce que ça? Je ne sais pas. Mais au final, ça a été difficile. Alors que de l'autre côté, Vanecek, lui, on a été surpris en saison régulière de ses performances parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit à peu près comme Samsonov. 37 matchs, 2,69, 908. Mais dans le cas de Vanecek, par contre, ça s'est compliqué largement en séries éliminatoires. Il a eu le droit à un seul départ en séries éliminatoires et il a affiché une efficacité de 750. Il n'a même pas terminé le match, en fait. Il a été retiré du match. Fait que, ouais, Samsonov, je pense que dans le meilleur des mondes pour les Capitals de Washington, il faudrait réussir à transiger Kuznetsov. Je pense que c'est ça qui serait meilleur pour eux autres. Parce que les problèmes disciplinaires impliquaient, entre autres, les problèmes disciplinaires de Samsonov impliquaient, entre autres, Kuznetsov. Fait que bref, c'est une organisation qui a été dominante année après année en saison régulière, que c'est difficile en séries éliminatoires. Il n'y a presque rien qui a changé dans le corps de cette équipe-là. Ça reste à peu près le même corps d'équipe, mais qui ont vieilli d'1 an. Fait que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, c'est une équipe qui ont des gars qui sont capables de frapper, des gars qui sont capables de compter.
C'est une organisation qui, d'après moi, devrait encore une fois être performante cette année en saison régulière et encore une fois participer aux séries éliminatoires. God knows où c'est qu'ils vont se rendre en séries éliminatoires par contre, mais ça, c'est un détail. Alors, c'était mon preview pour ce qui est des Capitals de Washington. Laissez-moi savoir votre commentaire à vous. Qu'est-ce que vous pensez des Capitals de Washington édition 2021-2022? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un j'aime. On partage également pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey puisque la saison s'en vient très bientôt. Alors si vous vous abonnez, on n'oublie pas, on active la petite cloche. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Puis on se reparle très prochainement pour le dernier preview. 32 en 32, baby boy! Ok, on s'en va. Baby girl aussi, hein. Hockey's for everyone. Ok, ciao!